Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au vendredi 21 octobre de l'année 2016. Le rendez-vous de Tortor, le dernier numéro de la semaine. Nous sommes aujourd'hui au numéro 91. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur LCF, site IFM aussi sur le www.lcftogo.com. Ce matin, nous recevons en studio deux confrères pour essayer de décrypter l'actualité de ces dernières heures chez nous au Togo. On démarre en présence du premier confrère ce matin, il s'appelle Idelphonse Akpaki. Bonjour Idel. Bonjour. Il est en tenue traditionnelle africaine comme moi. Ben, en face de Idel, nous avons un patron de presse, Loïc Avalalonson, le patron de Flambeau des démocrates, et stylé comme un bon Premier ministre d'un pays. Oui. Bonjour Loïc. Bonjour mon frère, comment tu te portes? Je vais bien. Donc, dans la seconde partie, nous aurons comme invité M. Roger Mifetou. Il est le directeur général, fondateur de l'école supérieure d'audit et de management ESAM. Avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 21 octobre 2007, nous avons par le quotidien privé libre et forum de la semaine de Dimas Dikodo. Forum de la semaine de ce jour qui titre donc à la une et charte de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime. La guerre Lomé-Yaoundé n'aura pas lieu. Togo, la diplomatie contre vents et marées. CAN 2017, réaction des coachs du groupe C contre le roi sélectionneur du Togo. Il réagit en disant, vous permettez une seconde, bien évidemment cela va être compliqué, mais nous allons maintenant faire honneur au maillot des éperviers. Rentrée scolaire 2016-2017, Togo cellulaire marque sa solidarité vis-à-vis des apprenants démunis. Dans les cas également liberté de Médard à MTP, malaise à l'ambassade du Gabon au Togo, conditions de travail déshumanisantes pour les agents, violence verbale, menaces. L'ambassadeur, après 2 jours, l'article sera oublié, mais eux, ils vont payer. Université sociale du Togo, Islam et engagement citoyen, sécurité maritime, quelle sort pour la très bruyante charte de Lomé, emprisonnement abusif et dame Simpao Ameyo. La 7e substitut oublie encore de prévenir le plaignant. Dans les cas également le cadre indépendant d'Augustin Mégan, crise au quart samedi prochain, l'épilogue. Sommet sur la sécurité maritime, la charte de Lomé à la loupe. Tirage au sort de la CAN 2017, réaction, colonel Akpovi le roi et Abalo mettent l'accent sur une bonne préparation des éperviers. Justice Alberto Olympio, je ne me laisserai pas faire. Alternative de Ferdinand Messaïté de l'Écosse avec nous également ce matin. Retombée du sommet maritime, les pirates de la République mettent la main sur l'argent des chauffeurs. Littérature, prix littéraire France-Togo, Rost et Clarisse Agbeigné, nous, des célébrités franco-togolaises attendues à Lomé. FNFI, projet bidon de Victor Tobega Dogbe, un véritable gouffre financier. Dans l'Écosse également ce matin, la nouvelle tribune de notre ami Elo Matisogbe. Détournement du centre médico-social libanais à des fins commerciales, Myrna Tabchouri au cœur du scandale. À quoi joue Fogan Adegnon? Affaire bagarre entre excès de pouvoir et défi de la justice, les dérives du ministre Boukbessi, condamné à une lourde peine par la justice togolaise. Alberto Olympio brise le silence, je ne vais pas me laisser faire. Chronique de la semaine de notre ami Dominique Alizou est avec nous ce matin. Sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une victoire diplomatique pour le Togo. La charte de Lomé adoptée. Crise au quart. Vers l'assaut final entre les deux protagonistes. Qui de Maître Abouebo ou de Maître Apébon prendra le dessus. Le changement titre. Des hommes tous azimuts provoqués par Maître Apébon au sein du quart. Les membres de la coordination nationale des présidents fédéraux prennent leurs responsabilités. Samedi prochain, tirage au sort CAN Gabon 2017, le Togo jouera la RD Congo, la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le groupe C. Le perroquet de Jamais Ayevi avec nous sortie ratée du Premier ministre sur les médias internationaux en marge du sommet de Lomé, M. Komisselom Klassou, une autre catastrophe nationale. Crise au quart à Bouébo Force, la reprise des commandes, Apébon résiste. Le bâtisseur est avec nous ce matin également, sommet de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime, ouf enfin la fin. La charte de Lomé adoptée, place à sa ratification. Et enfin avec nous, Flambeau des démocrates de Loïc Lanson, sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, fin de l'Odyssée, marine du président Fort, satisfait si. Université sociale, après le regard croisé des acteurs sur la justice et l'équité sociale, la suite. Eh bien, c'est tout pour ce matin, en ce qui concerne la une des journaux.
Nous allons suivre le jingle et on va commencer la première partie de l'émission. Nous allons démarrer avec la crise au quart. La crise au quart, demain samedi, si tout marche bien, 36 fédérations, selon nos infos, vont se réunir à la Mugette à Lomé pour essayer de plancher l'avenir du parti. Et officiellement, le président Dodi Apebon, son mandat est arrivé à terme selon un communiqué signé d'une coordination, le communiqué publié mercredi dernier. Maître Apebon n'est plus président du CAR depuis le 17 octobre à minuit, et donc cette coordination se propose de se réunir demain samedi pour plancher ou bien essayer de désigner de nouveaux dirigeants au parti Défense Akpaki. J'espère que vous suivez très près votre journal La Gazette du Togo, suit très près l'actualité au niveau du CAR. Bien, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler du rififi au sein du CAR, mais il est avéré que la crise ou bien la fissure est intervenue entre deux personnalités clés de cette formation politique. Le président d'honneur, maître Apollinaire Yovi Aboibo, et puis le président en exercice, maître Paul Dodi Apebon. Donc, chacun essaie de tirer de son côté le drap. Mais lorsque nous faisons un peu allusion à cette fameuse coordination dont vous avez parlé, je voudrais à l'entame me demander, elle tire sa légitimité d'où? Si aujourd'hui on se rend compte, puisque ce sont les membres même de la coordination qui disent que la présidence n'a plus de pouvoir. Et si la présidence n'a plus de pouvoir, et qu'on suppose que le bureau a été élu, soit par consensus, parce que j'ai entendu un cadre ce matin sur une chaîne dire que Maître Apebon a été choisi par consensus, oui. Alors, et que légalement le bureau tient, d'où tient maintenant la légitimité? Cette coordination dont nous parlons, elle tient sa légitimité d'où? Si tant est que la présidence ne fonctionne plus. Parce que c'est la tête qui tire le corps. La tête n'est plus là. Et puis, les membres... Le corps doit s'effondrer également. On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Loïc Lawson, vous suivez très bien la crise du CAR, vous suivez très bien ce qui se passe au niveau des deux camps, les pro Agboibo, les pro Apebon, et aujourd'hui on est à quel épisode c'est pas, mais c'est ce dont on est sûr. Demain les gens vont se retrouver, et les présidents de fédération vont se retrouver à Lomé pour essayer de prendre une décision qui va concerner l'avenir du parti, évidemment. Et je vous annonce que Maître Apebon, qui est toujours présent du parti selon un communiqué publié, dit ne pas reconnaître cette coordination qui appelle à une rencontre demain pour décider du sort du parti. Oui, mais tu sais, aujourd'hui on est dans ce qu'un confrère m'a appelé embryomini total au niveau du CAR. Et ma foi, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que ce parti est l'un des meilleurs, ou pour ne pas le meilleur parti structuré qu'on a au Togo. Malheureusement, aujourd'hui, les têtes de proue de ce parti, ceux qui ont toujours donné le bon exemple, sont en train de se déchirer. Et je fais partie des journalistes qui font l'effort de ne pas trop rentrer dans le jeu d'un camp ou d'un autre camp. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça. La presse est divisée en deux. Il y a des camps pro-Apebon, il y a des camps pro-Agboibo. Et dans mon impartialité, je dis qu'il faudrait plutôt essayer de résoudre le problème au niveau du CAR par les tests. Et à ce que je sache, c'est quand on voit comment les choses se passent, aujourd'hui, le bureau sortant, le bureau dirigé par Apebon, son mandat serait fini depuis le 17 octobre dernier à minuit. Alors, quand un mandat fini, on fait quoi? On va à des élections. On va à un congrès électif. À un congrès électif. Mais le congrès doit être convoqué. Le congrès doit être convoqué. Là encore... Par le président sortant. Merci. Le congrès n'est pas convoqué. Ouais. Et nous sommes dans un vide juridique. Total. Ouais. Et je me dis, ma foi, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, et tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas aussi rester comme ça, avec le vide, laisser le vide juridique ainsi, ou
aussi, ceux qui veulent convoquer un congrès aussi n'ont pas, comme dit Delphonse, la légitimité forcément pour le convoquer. Normalement, si la crise était une crise dans laquelle le président Gbagbo n'était pas impliqué, j'allais dire que c'est à lui maintenant, en tant que président d'honneur, de rassembler les morceaux et d'essayer d'arranger. Mais là, ma foi, honnêtement, je ne sais pas où va le quart. C'est pour ça que nous avons titré le quart dans le virage de la mort. Parce que à cette allure, je me dis, le parti est parti pour ne plus exister. Alors, Maître Pévon, quelqu'un nous a communiqué pour lui, cette coordination qui convoque la réunion demain à la Mugette est manipulée par Maître Janvier Gbagbo, qui cherche coûte que coûte à reprendre la tête du parti ou à défaut confier le parti à quelqu'un qui peut manipuler, entre griffes, à dessein. C'est selon les propos de Maître Doudji Pévon dans un communiqué publié. Au départ, la première correspondance de Maître Gbagbo, qui date du 26 février 2016, dit en substance quelque part. C'est dans le cadre de ces échanges que plusieurs d'entre eux sont venus me dire que compte tenu des défis en jeu en cette période où le Congrès va tenir, il faut que j'accepte pour une période transitoire de prendre la direction du parti pour lui réinsuffler l'esprit qui a prévalu à sa création. Parmi ceux qui m'ont approché, j'ai accordé une écoute particulière au docteur James Amaglo. Ce dernier a, bien sûr, à mon avis, hein. ce dernier a bien sûr voilà, il y a eu une polémique autour de cette histoire longtemps, et je pense que c'est le moment de revenir. Hein. Maintenant, docteur James Amaglo répond en disant, je le cite, qui n'est jamais allé le voir. Et après, c'est Doudji Pévon qui saute dans la mare, qui lui aussi dit que tel que les choses se présentent, il n'y a jamais eu ça. À l'analyse de ce qui se passe au cas, moi je crois savoir que c'est un problème de personnalité. Un problème de personne. Un problème, expliquez-nous davantage. Un problème qui se résume à deux personnes. À Pévon. À Gbagbo et à Pévon. À Pévon, c'est laissé embobiner. Puisque Maître Gbagbo a dirigé le parti de 90 en 2008. Et c'est en 2008 que il y a eu alternance. A pris les rênes. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est de savoir si Maître Pévon avait la main libre pour prendre les décisions qu'il faut. Autrement dit, est-ce que le comité directeur avait cette latitude-là d'évoluer? Puisque quelque part, il y a un présidium. C'est d'ailleurs ce présidium-là qui essaie de voir l'harmonisation des décisions à prendre. Et ce présidium est chapeauté par le président fondateur. Le président d'honneur. Le président, non. Le président fondateur, parce que lorsque je me réfère également au courrier de Maître Gbagbo lui-même, il dit, c'est pourquoi en ma qualité du président fondateur du parti. Excusez-moi. On peut dire c'est un écart de langage. Non mais comment un écart de langage? Non, il est écrit nulle part de toutes les façons que le président est dirigé par un président fondateur. D'ailleurs, cette thèse de président fondateur, ce mot a été réfuté par une partie qui dit que au CAR, il n'y a jamais eu de président fondateur, mais des responsables fondateurs. Donc, mais ça, c'est l'histoire. Est-ce que vous m'avez arraché la parole? Non, je reviens vers vous. Tu sais, je reviens. Tu sais, Junior, oui? Le Togo a tellement de problèmes. Et pour moi, une crise dans un parti n'est pas forcément la préoccupation de ceux qui nous suivent. Maintenant, pour clore par rapport à ce débat, je vais te dire, il y a un problème similaire qui s'est produit en France. Je me rappelle avec l'UMP. Quand Sarkozy a quitté la tête de l'UMP et a dit je ne ferai plus la politique, il est parti. Entre François Copé et Fillon, ils se sont mangés, ils se sont déchirés. Et après Sarkozy est revenu prendre le parti. Non, voilà, ils se sont mangés, on n'arrivait pas à savoir qui doit être à la tête du parti. Finalement, Sarkozy est revenu en créant les Républicains et les Artus finalement engloutis. Non, c'est l'UMP qui a changé de nom. Oui, c'est l'UMP, oui. Qui a changé de nom. Oui. C'est comme l'UMP qui est venu unir. Non, mais moi je préfère dire que c'est Sarkozy qui a lancé un parti et carrément en créant, parce que nulle part on a dit que l'UMP a été dissous, machin, tout ça. Et tous les restes sont partis le suivre. Vous voyez,
tel que la chose se passe, moi je dis, est-ce que c'est pas une des solutions? Parce que moi... Donc vous proposez qu'il aille pour créer le parti Moi, je me dis, ou bien Gouebo? voilà, je me dis aujourd'hui, le CAR doit passer par Prêt-et-Faux. Et il faut créer un nouveau parti qui peut peut-être rassembler tout ce beau monde au cours d'un congrès électif et on prend un président pour le parti. Et je crois que ça serait fini. Parce que nous, en Afrique, quand on veut faire la politique, au lieu de faire la politique des idées, des mentalités, on fait la politique des personnes. Des muscles. Des muscles. C'est pour ça que j'ai dit que Apevon et Gouebo peuvent se déchirer sur le plan politique, mais leur amitié, leurs relations doivent rester intactes. Tu comprends ce que je dis? Mais nous, en Afrique, on va au-delà et on se garde même de ne plus se parler, malheureusement. Merci. Je remets la parole à Idel. Oui, je voudrais... Non, mais je voudrais faire une petite remarque avant de continuer. Je voudrais qu'on soit discipliné autour de ce plateau. Parce que j'ai toujours respecté les confrères avec qui je discute. Je ne voudrais pas, parce que chaque fois quand un confrère parle, je me tais et je l'écoute. Je ne voudrais pas que, lorsqu'on n'est pas animateur, qu'on m'arrache la parole. Ok, on continue. Je serais très malheureux. On continue. J'ai dit, et je persiste, parce que Maître Yaovi Agboibo est un homme de droit. Lorsqu'un homme de droit écrit noir sur blanc, et que l'histoire retient que c'est ce que lui-même il a dit, je ne vois pas celui qui ne fait pas le droit dire le contraire. Je ne vois pas. Alors, quelle est la solution? Selon vous, quelle est la solution à cette crise-là? Ça dit que Maître Apevon a été donc sauté de la tête du parti comme ça et que la réunion qui aura le demain va désigner un nouveau dirigeant ou bien quoi? Parce qu'on ne comprend pas. Je dis, ceux qui veulent se réunir demain tirent leur légitimité d'où? Puisque lorsque vous avez en face de vous des individus qui veulent se regrouper, soit c'est la charte des partis politiques qui dit voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous le créez votre parti politique, vous devez avoir des lois. Est-ce que dans les statuts régissant la formation politique CAR, est-ce qu'il est dit que lorsque le comité directeur n'existe pas, d'autres structures de cette formation politique doivent fonctionner? C'est la grande question. Maintenant, lorsque la crise a commencé, je suis sûr qu'il y a eu des personnalités qui ont bien voulu gérer la crise. Mais si on se rend compte aujourd'hui que depuis février jusqu'à aujourd'hui, au fil des jours, au fil des mois, la crise s'accentue, ne nous voilons pas la face. Est-ce que vous êtes sûr que ces messieurs-là peuvent rester ensemble? Et la solution, ça passe par la création de nouveaux partis pour Apevon et pour Gouebo? Qui doit laisser le CAR à l'autre? J'ai écouté ce matin M. Bimna Fam qui disait en substance qu'il fait partie de ceux qui souhaitent que Maître Apevon laisse le CAR pour créer une auto-formation politique. Mais que ce dernier est réticent. À la question de savoir pourquoi cette réticence, il a dit que Maître Apevon étant un homme de la loi, a fait savoir qu'il n'a pas encore déposé sa démission. Il demande au député du parti au niveau de l'Assemblée. Justement. Député du CAR. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande... Créer une transition à la tête du CAR? Peut-être, Loïc? Quand on parle et on finit par une question, je me suis étonné. Tu sais ce qui se passe? Moi je dis, je ne fais pas partie des journalistes pyromanes qui viennent mettre de l'huile sur le feu par rapport à la crise. Moi je me dis que, je t'ai dit en introduction que ce parti fait partie des meilleurs partis politiques qu'on a au Togo. Il s'apporte, c'est un parti qui s'est apporté à des moments difficiles dans ce pays. Il a apporté sa contribution. Alors, ça ne va pas dans le parti, il y a la chienlit. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit, la politique, au-delà du CAR, la politique au Togo, on doit comprendre qu'elle ne doit pas être une affaire de personne. La politique doit avant tout une affaire d'idées, combat d'idées, d'idéologie. Et une fois que c'est compris comme ça, le problème de personne ne viendra pas envenimer la situation. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent, ou qui souhaitent, parce que moi je ne pose pas les questions, que comme solution, parce que c'est la guerre pour savoir qui va succéder à Apevon lui-même ou bien en tout cas comme solution, on fonde tout le parti et tout ce groupe se retrouve pour réfléchir et lancer un nouveau parti. Maintenant, il faut un président. Alors, le congrès, là, tous les camps seront présents, tous ceux qui auront droit de voter seront là,
et on va voter, choisir un président, soit à Gbebo, soit à Pévo. Comme ça, nous, les journalistes et le peuple, on verra qui a la légitimité auprès des militants et des congressistes. Pas facile de repartir à zéro, hein, parce que le quart est là depuis parfois, 91. on est dans la vie, le quart est là depuis 91, et le nom même est connu dans tout le pays. Et le mot même quart, vous comprenez, le cycle plutôt, c'est pas facile dans la vie, il faut savoir repartir quand il le faut. Je t'ai parlé de l'UMP. L'UMP est un parti présidentiel. Ils ont gagné l'élection même présidentielle avec l'UMP. Pourtant, on a accepté de faire partie de l'UMP et parler du républicain. Mais c'est possible. Avant l'UMP, il y avait le RPR. Merci. Donc, au Togo, le RPT, parti comme tu dis, et qui est resté longtemps au pouvoir, a accepté à un moment rompre et devenir unir. C'est possible. Ok. On va parler du sommet, les suites, bon, l'après-sommet, parce que le lendemain du sommet, on l'a vu avec, on l'a dit mercredi dernier, les chauffeurs, j'espère qu'ils ont trouvé une solution, parce que là, hier, on a lu sur les réseaux sociaux que le chef de l'État a donné l'ordre pour qu'on leur paie 85 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est déjà payé, je crois. Vous savez que cette affaire de sommet, je suis de ces citoyens, je n'étais pas pour. Alors, et pour quelle raison? Je suis très embarrassé quand on me pose des questions sur le sommet. Mes raisons, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler sur certaines chaînes, mais je vous cite juste deux choses. Lorsque nous vivons dans un État et que les revendications de certaines couches sociales sont déposées sur la table du gouvernement et qu'on nous fait savoir qu'il n'y a pas de moyens financiers pour les satisfaire et que d'un coup de baguette magique, le même gouvernement trouve de l'argent à hauteur des milliards pour organiser un sommet, je me dis que j'ai très mal au cœur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et les députés qui font partie de la représentation nationale, qui constitutionnellement doivent contrôler l'action du gouvernement, ne sont pas à même de nous dire là où on a trouvé officiellement, puisque nous savons que ça a dépassé, officiellement les 5,5 milliards pour organiser ce sommet. Il y a eu un collectif budgétaire, vous vous rappelez, l'année passée? Non. En novembre 2015, sous Ayassor, il y a eu un collectif budgétaire. Attention. L'exercice du budget tel que cela a été élaboré chaque année suit des normes précises. Ouais. Si en 2014, il était question d'un sommet et donc le budget en a pris en compte. Il n'y en avait pas question. En 2015, même chose en 2016. Non, en 2015, il y a eu le collectif budgétaire, je vous dis, c'est-à-dire, il y a une loi rectificative, c'est ce que je dis. Oui. L'Assemblée, le gouvernement a introduit une loi pour rectifier, donc pour corriger le budget, c'est le collectif budgétaire. Justement, au fait, l'orthodoxie financière demande ça. C'est ça. C'est parce que, justement, le sommet, pour l'exercice 2016, n'avait pas été pris en compte par le budget. Il n'y a jamais eu de collectif budgétaire. Ça, je veux dire. Oui, il y a bien sûr. C'est fait en novembre 2015. En 2015, les dépenses ont été budgétées. Puisque le sommet était prévu début 2016 avant d'être repoussé en octobre, vous vous rappelez? Junior, est-ce que chaque année, au terme de l'année, est-ce que le compte est fait? Non. Bien, pourquoi? Mais ça va pas cette question. Il faut poser la question aux députés, parce que c'est aux députés, c'est les Justement. députés qui votent le budget. Justement, C'est à parce eux qui demandent au gouvernement de faire le compte après l'exercice. Justement, c'est parce que j'ai fait des investigations. Et il m'a été rapporté par les députés que le sommet n'a pas été pris en compte. Les dépenses du sommet n'ont pas été prises en compte par le budget exercice 2016. Voilà pourquoi, justement, la CDPA, quand sa délégation a rencontré M. Bawa ici, la délégation a demandé, mais vous voulez, l'argent là, vous l'avez trouvé où? Et le ministre a dit dans le budget. On a répliqué. Dans le budget, il n'y a jamais eu une ligne pour le sommet. Okay, je reviens à vous tout à l'heure.
Et Loïc, vous avez suivi le confrère de la France à Baki? Oui, mais moi je vais répondre à ta question par rapport au sommet. Bon, on a payé les chauffeurs finalement. Voilà, la journaliste, vous avez des sous. Mais je confirme. Vous avez les 250 000 francs, c'est pour des patrons de presse. Non, je fais partie des journalistes qui ont dit ce truc c'est une insulte. Ce n'est pas de saïtage. Maintenant parlons de ok, parlons de tout ça. D'abord, et tu as bien fait de relever le collectif budgétaire. Ça a été fait et c'est des trucs qui arrivent partout dans le monde. Ce n'est pas interdit. C'est pas anticonstitutionnel. Je fais partie des journalistes qui ont écrit mille et une fois dans leur colonne que les problèmes sociaux doivent être une priorité pour ce pays. De ceux qui ont toujours soutenu la lutte des syndicalistes par rapport à la santé, à l'éducation. Mais quand il s'agit aussi d'un sommet comme celui qu'on a accueilli, au début on était tous sceptiques, mais après on s'est dit mais il s'agit de l'image de notre pays. Et je crois que sur le plan diplomatique, qu'on le veut ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sommet, sur le plan diplomatique, ne serait-ce qu'il a été une réussite. Je m'en tiens au propos du président de la Commission de l'Union africaine, du président en exercice, comment vous avez, le président tchadien, le président de la Commission des chefs d'État, je crois, de l'Union africaine, qui a reconnu que c'est un des sommets les plus reçus de l'UA. Ça, c'est passé. Maintenant, après le sommet en soi a été une réussite sur le plan diplomatique. Maintenant, il y a eu des ratés pour le sommet, comme sur le plan communication, où je trouve que la communication a été zéro, comme l'a écrit un confrère, je fais partie de ceux qui le pensent. Et aussi, je pense que l'après-sommet n'a pas été aussi bien géré comme il se doit. Je vais parler des problèmes de chauffeurs que tu as dit. L'autre fois, où les chauffeurs réclamaient 40 000 francs, par-ci, par-là, où les chauffeurs réclamaient 40 000, ont pris 40 000, après on boudait. Mais heureusement que dès le lendemain, le problème a été posé en Conseil des ministres et ça a été réglé. Les chauffeurs ont déjà touché leur argent. Donc, il s'agit de 85 000 francs pour les chauffeurs privés qui sont venus travailler, 80 000 francs, mais il y a eu des chauffeurs privés qui sont venus mais n'ont pas pu travailler 60 000 francs. Maintenant, pour les chauffeurs même du garage central, 50 000 francs. Ça, au moins, ça a été speed, ça a été fait. C'est bien. Pour la presse, si tu veux, moi, j'aurais aimé, au lieu qu'on parle des chauffeurs, qu'on parle de nous, les journalistes. Il dit, la presse devrait prendre 250 000 francs. C'est une insulte. J'ai dit, c'est une insulte pour la presse. Est-ce que la presse a pris les 250 000 francs? Certains journaux ont pris, certains n'ont pas pris. Mais pourquoi certains n'ont pas pris? On ne vous a pas payé, vous avez refusé de prendre? Non, mais dès le début, moi je faisais partie de ceux qui ont dit arrêtez ça quand même. Mais c'est un contrat. Mais soit vous prenez l'insertion ou bien vous êtes déjà refusé. L'alternative a refusé, il n'a pas pris. Et si vous acceptez de faire l'insertion, vous acceptez les termes du contrat. Junior, ce que nous disions, c'est qu'on ne dit pas, c'est que on peut, le montant qu'on propose à la presse en général, et moi je parle pour l'avenir aussi, qu'il est temps que la presse togolaise soit respectée. Ça, je suis d'accord aussi. Qu'il est temps que les gens qu'on amène des journalistes étrangers, qu'on loge dans des suites présidentielles, et que le journaliste togolais, lui, continue par marcher à pied, par souffrir, alors que c'est lui qui a fait le boulot. Ceux qui sont venus de l'étranger n'ont pas fait le boulot en réalité. Certains ont fait aussi, hein. On a vu des plateaux, on a vu le plateau sur... Mais j'ai dit, dis-moi, justement, tu veux que je te parle de ces plateaux? Oui. Est-ce que, dis-moi, s'il te plaît, Voice Africa qu'on a amené et qui l'ont suivi, dis-moi combien de Togolais connaissent ça? Là, les gens nous suivent. Tu es journaliste, toi tu as pu suivre parce que tu es journaliste. Mais on veut parler de la masse. L'Afrique a suivi. La communication autour du sommet, je t'ai dit qu'elle était nulle. Au lieu de faire de l'information par rapport aux thématiques, aux différents sujets qui concernent le sommet, parce qu'on ne parle pas seulement de sécurité, on parle de développement. Et plusieurs sous-thèmes ont été développés. C'est ça, de ça il faut parler aux Togolais. On n'a fait que de la propagande et de la publicité autour de sécurité et sûreté. Et c'est tout ce que les Togolais ont retenu, malheureusement. C'est pour ça que je dis, au-delà de la réussite diplomatique... C'est ça l'objet du sommet. Le mot développement a été ajouté après la rencontre de l'UA. Ce n'est pas grave. Mais c'est pour ça que je dis, on devait pouvoir mettre les moyens d'abord à la disposition des médias pour qu'on puisse développer ces thèmes. Même ceux qu'on a amenés sur les plateaux télé. Rappelle-toi sur la télévision nationale. Je n'ai pas vu plusieurs plateaux, j'ai vu un seul plateau où j'ai vu des gens qui sont venus, on dit que ce sont eux qui sont à la tête de la commission d'organisation, mais qui n'arrivent même pas à maîtriser le thème du sommet. Ouais, ça aussi, les gens l'ont relevé ici sur le plateau. On n'a pas associé les vrais... C'est-à-dire, pourtant, il y avait des jeunes... Ils n'ont pas les mains libres pour faire le travail. Il y avait des jeunes qui maîtrisent la thématique, qui sont dans les bureaux, dans des ministères, qui pouvaient venir parler. Mais ce n'est pas des retraités qui ne maîtrisent pas le point qu'il faut amener. Mais ça, c'est les à côté du sommet.
On en parlera puisque le Togo va encore abriter notre sommet, c'est lorsqu'on a pris en conseil des ministres hier, on va abriter le sommet Israël-Togo, Israël-Afrique plutôt, et on espère que Israël-Afrique plutôt. Mais il faut ajouter aussi que les 20 milliards ou les 13 milliards ne viennent pas seulement du Togo. Beaucoup de partenaires ont mis les La moyens. Chine, ils ont ajouté un peu. Il faut. Ok, notre invité là, monsieur Roger Michevetou nous attend, on va prendre encore 2 minutes pour que je pose une question. Vous avez titré sur votre site Politique de l'Église catholique du Togo complice de la dictature qui sévit dans le pays. Et là, vous accusez Monseigneur Amoussou Diakpa d'avoir, dans son homélie mercredi dernier, loué la tenue du sommet dans notre capitale. Alors, que reprochez-vous à Monseigneur Amoussou Diakpa? Est-ce que vous avez bien lu le titre? C'est une interrogation. Même c'est une interrogation. Moi j'ai lu l'article, vous avez vraiment cité Monseigneur Amoussou Diakpa? Oui, je suis chrétien catholique. Moi je le suis pratiquant. Je le dis haut et fort. J'ai dit, dans le développement, puisque je l'ai signé de ma plume, Ildefonse Akwaki, j'ai dit que le prélat devait être... Vous avez du côté de la population, vous avez même dit que la plupart des Togolais étaient contre le sommet, que le prélat devait faire autant. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je ne dis pas que Monseigneur se mette dans la droite ligne de ce que je voudrais, mais être au-dessus de la mêlée. En quoi? Être au-dessus de la mêlée, Oui. dans l'article, j'ai dit, en tant qu'autorité morale, le chef de l'Église catholique devait se poser la question de savoir s'il était bienséant. Il n'est pas le chef de l'Église catholique du Togo, ce que vous oubliez. C'est Monseigneur Benoît Léonou qui est le président de la conférence des évêques du Togo. Monseigneur Amoussou Diakpa, il est l'archevêque de Lomé, un point. Absolument, absolument. En tant qu'archevêque de Lomé. De Lomé, Ouais. où s'est tenu le sommet, est-ce que Monseigneur, sachant très bien que l'économie togolaise est en veilleuse, s'est donné la peine de dire ou bien de chercher à comprendre si le Togolais vit ou vivote? Non mais attends, je l'ai dit tout à l'heure, que si les revendications des travailleurs, si les aides des tranches des étudiants, si les pensions des retraités sont recalées, si les hôpitaux sont au ralenti et sont en agonie, les gouvernants nous ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Mais où a-t-on trouvé subitement par un coup de baguette de l'argent? Mais si on nous dit aujourd'hui que ce n'est pas seulement le Togo qui a mis la main à la poche, mais le bon sens voudrait que lorsque vous dirigez un État, que ceux qui sont dedans, que vous leur faites le compte qu'il faut. Alors, Idel, avant qu'on ne continue, avant le sommet, il y a eu des prières, des messes, des cultes pour demander que Dieu nous aide dans le sommet, que le sommet se déroule dans de bonnes conditions. Vous permettez? Et après le sommet, c'est normal qu'on commence à avoir D'abord, je ne suis pas contre le sommet. Il faut que ça soit clair. C'est ça. Je ne suis pas contre l'organisation du sommet. Ouais. Mais le paradoxe qui existe dans l'organisation de ce sommet, qui me fait froid au dos, c'est que les mêmes autorités qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour subvenir aux besoins du peuple, des populations, de leur population, ce sont ces mêmes autorités-là qui claquent, ont trouvé des milliards pour organiser. Mais pour ce sommet, la ville de Lomé a changé aussi de look. Vous êtes d'accord avec moi? La rue de l'Ocam, par exemple, a retrouvé des bitumes. La rue de l'Ocam, il y a d'autres fois qui ont retrouvé le bitume. Vous acceptez que nous devons nous soigner? Ok, je suis d'accord. Vous acceptez? Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour en parler, mais j'espère qu'on y reviendra. Hein. Invitez-moi, j'en parlerai. On en parlera rapidement. Loïc, 30 secondes. Ok. 30 secondes. Tu sais, honnêtement, il faut connaître ce pays. Et pour aider ce pays, ce n'est pas... Il y a des manières. Qu'est-ce qu'un archevêque, le même archevêque a eu, je crois, a signé il y a quelques mois une lettre pastorale. Une si longue lettre pastorale où ils ont eu à parler de A à Z, à dénoncer les problèmes du pays. Pendant ce temps, les gens ont trouvé que c'était bien. Et tout le monde a applaudi. Mais aujourd'hui, qu'il y a eu un sommet qui a été une réussite, sur le plan diplomatique, qu'un archevêque vienne en parler au cours de son homélie, il est devenu vendu, il est devenu mauvais. Mais arrêtez, dans ce pays, c'est ça qui fait que quand les gens sont à déposer des responsabilités, vous les amenez à se braquer.
C'est comme ça qu'on a donné la CDJR à l'autre là, comment il s'appelle là. C'est les mêmes personnes qui sont montées que nous. Comment lui là, il peut accepter ce poste? Comment si, comment ça? À la fin, il a fait sortir. Elle a fait sortir. À la fin, il a eu un bon rapport. Et les mêmes personnes commencent à dire, ah maintenant c'est bon. Mais non, ce pays on doit le dire. Quand les gens, chacun n'a qu'à faire son boulot, l'évêque a fait pour lui. Tu comprends? Pour apporter sa contribution, ce n'est pas une raison pour le mettre au pilori. Merci, Loïc Vincent, merci. Défense Abaki, malheureusement, passé le temps. On va recevoir notre invité, M. Roger Pessou. Il est le DG, le fondateur de l'ESAM. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio, nous avons notre invité, M. Roger Mifetsou. Je rappelle qu'il est le directeur général fondateur de l'ESAM École supérieure d'audit de management, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans la définition? Tout à fait. Alors, vous recevez ce matin pour la première fois sur ce plateau, vous allez parler de votre école d'abord, l'ESAM. Brièvement, qu'est-ce que l'ESAM? ESAM, École supérieure d'audit et de management, que nous dénommons la passion de l'excellence. Pourquoi? Parce que, bon, comme nous avons créé cette école pour faire une formation autrement. Donc, parce que nous-mêmes, on a fait aussi nos études. Moi, je suis togolais comme tout le monde. Je suis de la diaspora. J'ai fait mes études ici à Lomé. En juin 83, j'étais sorti à l'ESTEG, donc de l'ESTEG avec ma maîtrise, avec Humbo, l'ancien Premier ministre. Donc, c'est ma promotion. Et ça fait 33 ans que je suis parti. Donc, j'ai fait mes 3e cycles en France. Et je suis resté, créer mon cabinet, je suis expert comptable commissaire aux comptes. Et la France m'a nommé contrôleur de stage depuis une vingtaine d'années au niveau mondial. Donc c'est moi qui forme la plupart des experts comptables à travers le monde entier pour représenter la France. Et donc les stagiaires, ou bien ceux qui ont après, parce que le bac, l'expertise comptable c'est le bac plus 8. Et donc on organise ces formations tous les ans, d'ailleurs au mois de novembre, toute l'Afrique francophone se retrouve à Lomé. Donc, parce que je les prends ici, c'est à Lomé que je le fais. Avant, je le faisais un peu partout. Depuis soit 2004, on a décidé de le faire systématiquement. Et dans votre école? Dans notre école, oui. Et pourquoi vous avez créé l'ESAM alors? Alors, pourquoi j'ai créé l'ESAM? L'ESAM, au départ, je l'ai créé sans le vouloir au début, parce que comme je forme beaucoup d'experts comptables, vous allez au Bénin, 80-90% sont sortis de mes mains. 80-90%? Oui, des experts comptables. Écoutez, là, vous savez, oui, moi, je ne parle pas, et tout ce que je dis, c'est factuel, c'est à vérifier. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je dis 80%, eux-mêmes, ils disent 90, 95%. Mais vous allez à Abidjan, vous allez au Tchad. Au Tchad, il n'y avait pas d'experts comptables avant. Le premier, le deuxième, le troisième sont sortis de mes mains. Donc, c'est moi qui les ai formés. Pour le compte du diplôme français, encore une fois, le diplôme français. Et donc, vous allez au Niger, Sénégal, partout, au Mali, vous verrez bien que la plupart sont sortis. Mais, c'est pourquoi les AME créés, c'est à cause de ça, justement. Parce que je forme beaucoup de gens, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, un peu partout. Mais mon propre pays, dans le domaine, en expertise comptable, il n'y a pas ni de formation. Pourquoi les gens ne sortent pas? Ils ne sortent pas parce qu'il n'y a pas de formation pour ça. On connaît des gens qui sont aussi dedans. On a connu M. Amouzou de Fikao. Bien sûr, demandez-lui. Il y a des gens qui font... Oui, non, mais ils ont fait... Est-ce qu'il y a une formation ici? Tous ces gens-là, il faut partir en France. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix pour pouvoir passer l'examen final. Il n'y a même pas pour faire déjà le début. Alors que il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Non, il n'y a rien. Ben, j'ai fait l'université. Moi, je voulais être expert comptable. J'ai eu ma maîtrise en sciences économiques. Option gestion à l'époque. Donc, Esteg, en 83. Khalif Nadim et oui, tout à fait. Donc, c'était à l'époque. Mais il n'y avait rien à faire. Donc, c'est quand moi, je suis devenu donc contrôleur et j'ai demandé
à un établissement qui s'appelle le Conservatoire national des arts et métiers en France, hein, et dans le département l'Intec. J'ai demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mon pays. Donc créer un programme pour pouvoir faire ça, créer une école et les rattacher à eux pour pouvoir faire cette formation. Ils m'ont donné un projet de contrat. Et ce projet de contrat, j'ai ramené à l'université. C'est ma maison. Et malheureusement, 3 ans après, rien n'a été fait. Et j'étais revenu voir. Je viens tout le temps de solliciter. Moi, j'ai honte vis-à-vis de mes partenaires de l'autre côté. Donc, finalement, comme ils ne l'ont pas fait, 3e année, j'ai vu le nouveau président. Bon, ensemble, ne pas se comprendre. Et donc, c'est apprendre à laisser. J'ai pris, j'ai fait et j'ai créé les AME. Voilà comment les AME est créé. Et maintenant, donc, on fait l'expertise comptable, le diplôme français de bout en bout, ici à Lomé. Mais derrière ça... On compose à Lomé on compose la licence, le master et tout se fait ici à Lomé. Les épreuves viennent de France et c'est la même épreuve. Tout est délocalisé. Hein. Délocalisé totalement. Ce n'est pas nos enseignants qui font les épreuves. Non, le support, l'examen, les devoirs et tout sont délocalisés. Ça vient de quelle école France. Oui, quelle école? Non, mais Conservatoire national des arts et métiers. Et National des arts et métiers, c'est une des grandes institutions françaises. Et c'est l'État français même qui leur a donné ce pouvoir, donc de pouvoir faire un diplôme qui correspond directement à ce que l'État fait. Quelle équivalence au niveau de la France? C'est l'équivalence totale. C'est la seule. L'expertise comptable, là, il n'y en a pas deux. Moi, je suis membre du jury d'expertise comptable depuis 23 ans. Donc là, je vais repartir en novembre. C'est pour faire soutenir les mémoires que j'ai dirigées ou des choses comme ça. Donc, vous vérifiez, tout ça là, c'est factuel. Je n'aime pas trop en parler, mais on va vérifier. En quoi les âmes forment autrement au niveau de... Les âmes forment autrement sur plusieurs points. Parce que, bon, si on veut faire, moi, je ne vais pas créer l'école pour gagner de l'argent. Je vais créer l'école. Cher monsieur, on peut en parler. Oui. Quand à Paris, vous voulez faire l'expertise comptable, c'est 4 millions. Ce que nous faisons ici c'est plus d'1 million quand même. Non. Vous voyez, il y a même des gens qui le font à 0 francs. Comment on fait pour pouvoir les inscrire à Paris? Donc il y a quelque chose. D'accord? Oui. Non, mais je n'ai aucune subvention. Pas 1 centime de subvention. L'État togolais est là, l'État français est là. Donc, si on n'aime pas le pays, moi je serais resté là-bas. Je suis expert comptable. Ça, nous sommes d'accord. Donc je sais fructifier mon argent. Mais je l'ai mis au service d'eux. Donc on peut au moins, les gens qui me connaissent depuis, ils savent. L'excellence, c'est mon dada. C'est ma passion. Donc c'est ce qu'on transmet pour nos élèves. Pourquoi? On fait la formation autrement. Je ne vais pas faire la formation comme tout le monde le fait. Donc nous avons décidé de choisir une pédagogie de système inversé, de classe inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez à l'école. Au lieu d'avoir un enseignant qui vient, un enseignant pontifiant, qui va arriver et qui va vous donner les cours comme on le fait, comme nous avons reçu aussi à l'université, eh bien ici, les supports sont rédigés à l'avance. Ça appartient à l'école et à ses partenaires. C'est rédigé d'abord à l'avance. Et donc l'enseignant que nous prenons ici, il a le même support que l'élève. Il n'y a pas de virgule qui change. Et on demande à l'élève, pour pouvoir le responsabiliser, le rendre autonome, on lui demande de lire tel nombre de pages avant de venir au cours. Ça fait que quand il lit, il fait sa synthèse, il peut ne pas comprendre, ce qui est logique. L'enseignant est là pour pouvoir l'aider, l'accompagner, et donc de lui donner le détail, les filons, les explications nécessaires avec des applicatifs. Donc, quand on revient en salle et que le cours commence, s'il y a un cours de 3 heures ou 4 heures, l'enseignant va faire une synthèse globale. On ne va pas reprendre tout le détail, on fait une synthèse. Et les élèves doivent poser des questions de la partie où ils n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas compris. Et à force, donc, ça devient, vous voyez, l'enseignant descend de son piédestal pour revenir donc, de l'étudiant. Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui se crée. Ce n'est plus le sachant qui assène ses coups, et puis vous êtes là, bon, vous recevez, vous encaissez. Non, maintenant, c'est égal à égal. Et donc, vous dialoguez, et il a plus d'expérience, il connaît plus, et donc il va expliquer. Derrière ça, nous avons, quelles sont les méthodes? Donc, tout est basé sur des valeurs. La méthodologie. Tout est basé sur des valeurs également. Donc, cette formation, ça fait que l'enfant déjà, ayant le support, ayant lu avant de venir, on lui fait des quiz pour voir si tout le monde a lu, et ayant fait des synthèses, on apprend. D'abord, on fait la méthodologie. C'est ce que, pour démarrer toutes les années, on fait une semaine de méthodologie.
C'est ce qu'on fait dans les grandes universités ou bien les grandes écoles d'ingénieurs à travers le monde entier. Et cette année, le thème est semaine de méthodologie efficace, facteur clé des réussites des examens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait durant cette semaine? Donc, on finit cette semaine, mais comme ils ont tellement posé de questions et qu'on va encore continuer lundi prochain, hein, avant de terminer complètement. Qu'est-ce qu'on leur a appris? On leur a appris à réussir. Ah oui, il faut avoir la mentalité de réussite. Et pourquoi réussir? Pourquoi ça peut faire plaisir de réussir? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? C'est réussir sa vie. Nous sommes là pour les accompagner, hein, à réaliser leurs rêves. Chacun doit avoir porté ses rêves. Sinon, nous ne pouvons pas faire grand-chose. On est là pour les accompagner. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention portée vers ces élèves. Mais derrière ça, après, on leur donne la motivation. Et comment eux-mêmes ils peuvent se motiver et comment nous, on peut les motiver. On les enseigne des valeurs intrinsèques sur lesquelles on peut s'approprier, on s'accroche au moment où il y a des crises. Exemple, je suis expert comptable commissaire au compte, il m'arrive malheureusement d'apporter aussi des mauvaises nouvelles en accompagnant les entreprises. Et donc, les entreprises, on les fait grandir. Parfois, il faut les dégrossir parce que ça ne va pas. Dans ces conditions, quand vous êtes chef d'entreprise, si vous avez de la valeur, les valeurs intrinsèques, par exemple, l'équité, vous allez vous accrocher à ces valeurs-là. On vous dit de licencier. Qui vous licenciez? Vous licenciez qui? Vous licenciez vos amis, vous licenciez vos enfants. Sur quelle base? Si vous avez cette équité qui est vraiment un élément profond, fondamental dans votre vie, dans votre cœur, vous allez sortir des critères en disant voilà les critères que je mets en place. Voilà. Donc on va vous évaluer sur ces critères. Et en fonction de ça, si vous êtes en dessous, voilà, c'est vous qui partez. Si vous êtes au-dessus, c'est vous qui restez. Même si mon frère est dedans, il va être dedans. C'est comme ça que ça doit se passer. On leur apprend les valeurs telles que se respecter. Se respecter. Respecter l'autre. L'autre n'est pas ton ennemi. L'autre, si vous voulez compétir au niveau international, on les apprend à compétir au niveau international. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut chercher la compétence. Donc ce sont des valeurs comme ça. Mais derrière toutes ces valeurs, ce que nous faisons cette semaine, c'est leur apprendre, leur apprendre à écouter. Une écoute attentive, une écoute profonde. Leur apprendre à lire, la lecture attentive. Leur apprendre à résumer, voyez, leur apprendre à mémoriser. Qui n'a pas besoin de cette chose-là, ces éléments-là, ces outils-là pour sa vie future, sa vie professionnelle? Il nous arrive tous que vous avez avoir un chef, il reçoit un rapport de 500 pages, de 1000 pages, et il vous dit, vous êtes cadre, on vous appelle, et en dehors de tout ce que vous avez à faire, on vous dit, prenez ce rapport, faites-nous un résumé, et dans 48 heures, tu viendras au conseil d'administration ou bien à l'assemblée pour nous éclairer. Comment faire pour être fidèle à l'auteur? Comment faire pour lire les 1000 pages en 48 heures? Voilà ce qu'on leur apprend. Ce sont des éléments qui leur permettent donc de pouvoir accompagner leur cours. Donc, ils vont rentrer en cours après, ils vont savoir comment on lit un support, avec des exemples à l'appui. Depuis la création de votre école jusqu'à aujourd'hui, combien d'autochtones, de nationaux vous avez mis sur le... Alors, expertise comptable, comme je vous dis, c'est minimum bac plus 8. Donc, il faut du temps. Il faut du temps, mais il y a déjà 3 qui sont là. Sont sortis de cette Les AMEL là depuis combien d'années? Les AMEL là, un peu moins de... 4 ans. Non. Les AMEL là, depuis, ça fait 9 ans déjà, presque 10 ans maintenant que nous sommes là. Et en 9 ans, vous avez 3 experts. Cher monsieur, encore une fois, on a sorti beaucoup. Certains n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ont trouvé du travail au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. Les âmes aujourd'hui, c'est la seule école, vous pouvez vérifier, j'aime bien, comme vous aimez bien vérifier, c'est qui peut dire, ne fabriquons pas un seul chômeur. Il n'y a pas un seul élève de sortie de notre école qui soit au chômage. Vérifiez. J'ai vu une ancienne étudiante de l'ESAM l'autre fois, à Air France, j'étais content pour elle. Pourquoi est-ce que c'est parce que je sais que vous avez un carnet d'adresse assez costaud? Est-ce parce que vous avez un carnet d'adresse, vous leur permettez d'intégrer, ou bien c'est parce qu'ils sortent assez chevronnés qu'ils sont forcément intégrés dans une entreprise? Cher monsieur, et ça fait des années, je suis expert comptable. Ça fait 33 ans, j'ai 32 ans que je suis dans le métier. J'ai embauché beaucoup pour mes clients. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Oui. D'accord? Je sais exactement ce qu'un chef d'entreprise veut. Un directeur d'une institution veut. Un chef veut, même dans la fonction publique. On ne cherche pas des diplômés. On cherche un collaborateur efficace, capable de m'accompagner dans mon développement, dans l'atteinte de mes objectifs.
Et donc, à partir de là, je fais exactement ce que les gens veulent. Un enfant sorti de chez moi, il sait comment on rédige une synthèse à un chef. Il va te dire objectif, les travaux effectués, les éléments trouvés, les conclusions. Tout chef d'entreprise a envie d'avoir ça. Et c'est voilà la raison. Si je vous dis que je ne cherche pas du travail à mes élèves, ça va vous étonner. Donc, je réponds à votre première question. C'est pas parce que j'ai un carnet d'adresse important. Il faut. C'est parce qu'ils sont bons. Ils sont bons. Les étudiants formés à l'examen sont bons. Bien sûr, c'est tout. C'est tout. Et il faut être, en tout cas, quel est le chef d'entreprise qui ne voulait pas prendre quelqu'un pour pouvoir l'accompagner? Le major. C'est ce qu'ils ont fait. À Abidjan, aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai un grand cabinet international d'audit est venu. Elle nous a pris 2 élèves. On a fait les concours, ils ont comparé avec... C'est la compétition, c'est ce que moi je leur enseigne. Je ne fais pas des programmes pour vivre du niveau togolais. C'est le niveau international qui m'intéresse. Moi-même, je compétis au niveau international. Je ne vais pas tricher. Je vais pas tricher. Ben, de toute façon, tout le monde sait. J'étais depuis le lycée. Ben, bon, moi, tout le monde connaît mon parcours scolaire au Togo. C'est l'excellence toujours. C'est toujours ça jusqu'à l'université. Posez la question, invitez Rumbo et demandez-lui qui est, il veut tout. Et vous allez voir, ce genre de choses, c'est une vérité. Mais donnons le pouvoir aux enfants, donnons et aidons les enfants à devenir des hauts cadres au niveau international. Si les Rumbo ou moi, nous travaillons à l'international, nous sommes connus à l'international, ce n'est pas parce qu'on est sorti avec une cuillère d'or dans la bouche, mais on a travaillé. C'est le travail qui anoblit l'homme. Donc poussons les enfants à apprendre au moins et qu'on retrouve encore le même niveau que nous avons avant. Aujourd'hui, moi je suis observateur, je viens à Lomé, je vous constate des choses. La plupart des entreprises étrangères aujourd'hui commencent à tropicaliser leur cadre, surtout les hauts niveaux. Donc la fonction de direction. Avant c'est toujours des blancs. Pardon. Les cadres aussi. Mais voyez ce qui se passe. Regardez la direction de ces entreprises. De plus en plus, c'est des Noirs qui sont là, des Africains. Mais ce n'est pas des Togolais. Ecobank, Lomé et Togo, l'ancien c'était un Sénégalais. Moi je suis panafricain. Mais il faut que vous-même vous soyez fort chez vous d'abord pour pouvoir compétir. C'est un ancien, c'est un Sénégalais. Il est parti, il est remplacé par qui? Par un Sénégalais. Pourquoi on ne sent pas? Non, mais il y a un Togolais aussi à l'étranger, il y a un Togolais au Congo. Ecobank Congo, c'est un Togolais qui dirige. Ok, mais c'est ce que je veux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la compétition. La compétition, c'est basé sur, à ce niveau-là, on ne cherche pas, c'est pas ni politique, ni amical, ni ceci, mais c'est quand même un certain niveau. Vous devez côtoyer d'autres personnes. Vous prouvez que vous avez de la valeur ajoutée à apporter. Alors, M. Bifitou, à part l'expertise comptable, quelles sont les autres formations que vous donnez à l'ESAM? À l'ESAM, nous faisons autre chose. Donc, toujours dans l'esprit de l'excellence, nous avons signé avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'université la plus noble, la prestigieuse université que tout le monde en France, que tout le monde connaît. Et celle-là, elle n'est pas la plus vieille, mais elle a 830 ans. Depuis 830 ans, cette université n'a jamais signé un accord avec une université africaine, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Surtout même privée. Non, alors, donc déjà l'université d'État, ils n'ont pas signé, et l'université privée, ils n'en ont pas signé. La première fois, nous avons fait venir et délocaliser les études de Paris en Afrique, c'est avec nous. Si on n'était pas quelque part, on n'a pas fait nos preuves, ben, ils ne nous suivront pas. Est-ce qu'il y a vraiment un contrat, une signature, un accord entre... Non, je pose la question. Oui, c'est bon, vous avez le droit de poser la question. Les gens qui ont leur diplôme, les licences, signées par Paris 1, et ils le savent. Ils sont inscrits, ils ont la carte de Paris 1. La prochaine fois, invitez mes élèves... J'ai vu la carte d'étudiant, c'est bien écrit Paris 1, là-dessus. C'est la même chose là-bas. Mais ce n'est pas moi qui leur donne, c'est Paris qui leur a envoyé en mettant leur nom dessus. Donc on les reconnaît. C'est eux qui, sinon ils ne passeront pas leurs examens. Quand on fait la liste de présence à la fin de l'année pour passer les examens, c'est l'examen de Paris 1, ce n'est pas mon examen. Ils ont envoyé les sujets, c'est le même sujet que les autres passent de l'autre côté. Et donc, une fois que c'est fini, on envoie, je peux même vous donner les noms des entreprises de transport qui prennent les copies et qui doivent les envoyer. Et ça se corrige en France. Le résultat se passe. Donc, quand ils sont là, ils sont ici, ils ont le diplôme de Paris 1 en poche et avec la même formation, avec
On fait mettre des webconférences en plus, ou des audios, c'est-à-dire l'enseignant titulaire, quand il parle là-bas, on les enregistre et on les remet ici, en plus de ce que nos enseignants ici, ils sont triés, ils sont choisis, ne viennent pas enseigner à l'examen qu'ils veulent. C'est pas parce que vous avez le diplôme tel ou bien le niveau tel. Il faut aussi que nos enfants vous acceptent parce qu'ils vous évaluent également comme vous les évaluez. Alors justement, les enseignants sont recrutés sur place, bien sûr, venus des étrangers. On a tout. La preuve, on a les enseignants d'ici, on les recrute ici. Si on n'en trouve pas, ou il n'y en a pas assez, une idée du pourcentage togolais chez vous à l'examen actuellement? Le pourcentage d'enseignants, une idée, on peut l'avoir? Je peux dire qu'il y a 3/4 qui sont togolais. 3/4? Oui, 3/4 sont togolais. C'est énorme. Ou même peut-être moins. Hein. Mais pourquoi? Ce n'est pas un problème. Si par exemple le support qui est rédigé est déjà rédigé de l'autre côté, en fait nos enseignants dans ce domaine sont des répétiteurs. Ouais. Répétiteurs. Les accompagnateurs. Oui, les accompagnateurs. Le support est déjà fait. Ça prouve, c'est ça qui nous donne au moins la valeur de la compétence. C'est-à-dire que on ne fait pas de l'impasse sur les sujets, sur les chapitres. On sait qu'au niveau international, voilà ce qu'on exige de quelqu'un qui peut avoir la licence dans tel domaine, licence en droit, ou licence en comptabilité, licence en management de ceci, licence en marketing, vente. Mais ces licences-là, on sait les unités d'enseignement qu'il faut. Hein, et le contenu de cet enseignement. Mais nous, ce qu'on a écrit sur papier, c'est ce qui est fait, puisque c'est ce que les enfants reçoivent. On ne peut pas faire l'impasse, parce que nous sommes avec nos partenaires. Si je fais l'impasse à Lomé, et que le sujet, l'examen qui va sortir, ce n'est pas mes enseignants d'ici, ce sont mes enseignants de l'étranger, hein, mes partenaires, et qui proposent le sujet. Et si l'enfant dit, mais je n'ai pas fait, ben vous allez tous me rapporter ça dans les télés, les radios, ce qui est logique. Monsieur Mifetou, la rentrée a commencé à Exam. Oui. Est-il encore possible de s'inscrire son étudiant, son élève, son enfant chez vous? Oui, c'est possible. C'est possible. On a un grand bâtiment, il faut le remplir. Je n'ai pas voulu le louer à d'autres personnes, aux entreprises qui l'ont toujours sollicité depuis plusieurs années. Nous étions là avant que les deux tours là n'arrivent. Donc les demandes, j'en avais eu. Mais je dis non, c'est pour les enfants. Donc il y a encore de la place. Si on ne trouve pas l'enseignant pour les encadrer ici, je fais venir les enseignants. Là, dans 2 semaines, vous verrez, il y a 3 enseignants qui vont venir, 2 enseignants qui viennent cours sur cours, la semaine du 5 ou du 6. Et puis, la semaine d'après, il y a encore un autre enseignant qui vient aussi de l'Europe pour renforcer. Il y a d'autres qui viennent du Bénin et des choses comme ça. Une idée des frais qu'on paie là-bas. Et comment ça se paie le paiement? Comment ça se fait le paiement? Le paiement, en fait, encore une fois, ici... Les parents négocient avec vous, souvent de tranches comme on le voit ailleurs? Oui, on fait les tranches, mais il faudrait... On donne la possibilité d'étaler, d'accord? Mais il y a des moments où ça s'arrête. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas aller jusqu'en juin pour les diplômes avec nos partenaires. À un moment donné, il faut que vos dossiers, le dossier de l'enfant parte de l'autre côté, pour pouvoir inscrire. Et ils nous donnent des délais. Donc, ces délais-là, nous les répercutons ici. Il faut que les parents veulent bien étaler, ils étalent, mais là, sinon, le dossier reste à Lomé. On dépasse le délai. Voilà, si on dépasse le délai. Donc, c'est ça, ce sont ces choses-là. Monsieur, non, c'est 800 000. Certains même ne payent pas les 800 000. D'autres ont payé 400 000, d'autres ont payé 0. Et comment ça dit? C'est des bourses? Oui, on fait une bourse. Il y a des cas sociaux? On fait des bourses aux uns aux autres. Sous forme de concours? Sous forme de concours, et c'est des concours. Encore, ce n'est pas des examens, c'est des concours. Les concours de bourse existent. Donc d'abord, il y a un concours d'entrée. Et de ce concours d'entrée à l'école, parce que, oui, puisque vous voyez bien combien on dépense, nous aussi, chaque élève comprend, pour passer ces examens, et il faut que nous rajoutons quelque chose. À partir de là, je n'ai pas envie de financer les gens qui ne veulent pas travailler. Les cancres. Ah oui, je ne vais pas oser dire les mots comme ça, mais je n'ai pas envie de financer les gens qui ne veulent pas travailler. Moi, je veux soutenir les meilleurs. Et bien souvent, il paraît que si quand un élève n'est pas bon, vous ne le présentez pas à l'examen. L'école, Jamais. Aucun parent ne peut dire ça depuis que l'existence de cette école. Jamais. Je ne prends pas si c'est ma faute parce que je ne vous ai pas bien évalué avant que vous rentrez, je le prends, je le supporte. Ce n'est pas pour casser. Je le forme jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau. Venez, prenez les élèves. Vous savez, chez nous, je pense que nous sommes les seules écoles où quand vous venez pendant les vacances pour demander des renseignements sur l'école,
ce n'est pas mon personnel qui le fait, ce sont les élèves. Parce que c'est l'association, ils sont payés pendant les élèves, et pendant les vacances, et ils donnent des informations. S'ils n'étaient pas contents, ils diront ce qu'ils veulent. Comme ça, vous avez tout avant de venir. Vous ne direz pas, c'est Mifetou qui m'a dit qu'il a voulu faire. Mais non, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Et j'ai pas besoin de dire tout et n'importe quoi. En fait, là où je suis arrivé, vous savez combien l'effort que j'ai fait quand je suis arrivé en France, dans mon métier, nous les Noirs, on nous comptait au bout des doigts. Au bout des doigts. Il faut voir rentrer. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que nous avons fait un travail. Et c'est pour ça que le pays nous a reconnus. Voilà, nous sommes 19 000 experts comptables. Aujourd'hui, allez sur les sites et vous verrez, depuis 11 ans maintenant, en province, tous les trimestres, pour les confrères experts comptables qui sont diplômés, qui sont directeurs, en fait, fondateurs de leur propre cabinet en France, je parle bien de France, dans les différentes villes, pendant 3 semaines, tous les trimestres, celui qui leur fait l'actualité fiscale, sociale, comptable, juridique et professionnelle, en une journée, tous les trimestres, je fais de ville en ville. Je suis le seul. Je cherche le deuxième. Si vous trouvez quelqu'un, ok, vous pouvez m'accompagner. Ma mère même est décédée ici, j'étais obligé de faire l'aller-retour, puisque vous êtes tout seul, vous êtes noir. On va dire que oui, c'est parce qu'il est le seul et il est noir, voilà pourquoi il nous a lâchés au dernier moment. J'ai respecté. Ce sont les valeurs qui nous ont, et que je transmets aujourd'hui aux étudiants, la rigueur et l'excellence. En fait, l'efficacité. Si la France m'a choisi, eux aussi on peut les choisir. On ne voit plus la peau. On peut me dire qu'on est raciste, mais on ne voit plus la peau. On vous envoie partout. Quand la France a voulu, le Canada l'a appelé pour dire, ok, nous voulons rentrer dans les normes IFRS, mais dites-nous comment la France a fait en 2005. En 2009, quand on était allé, qui on a choisi? Le président de l'ordre et tout, on a fait la délégation. C'est moi, Mifetou, qu'on a choisi pour aller faire la formation. L'ancien premier ministre qui vient de partir était là. Celui de Québec était là. Le président de la Banque centrale était là. Et tous les grands professeurs étaient là quand je faisais ça. Oui, là on n'a pas vu le noir, on a vu l'excellence. La compétence. C'est tout. Merci M. Roger Mifetou. Je rappelle qu'il est le directeur général des ZAM, il est le fondateur de l'école. Et ZAM a fait la rentrée cette semaine. L'école est toujours ouverte. Eh bien, avis aux parents, avis aux nouveaux bacheliers. De faire un tour à les ZAM, c'est vers le palais de congrès, c'est juste à côté de la mairie de Lomé. En face de l'école primaire publique qui est collée à la mairie. L'école primaire publique de Nikonakwe. C'est un grand bâtiment. Depuis le boulevard. Oui, tout à fait. Donc, merci à vous, M. Mifetou, Roger. Ce fut un plaisir de vous avoir accueilli ici. On espère vous retrouver pour d'autres occasions, pour débattre d'autres thèmes. Merci pour le boulot. Merci à Idéfense Abaki de la Gazette du Togo. Merci à Loïc Lanson du journal Flambeau des démocrates. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour Talk Talk cette semaine. Nous sommes au numéro 3 de la semaine, 91e numéro de l'existence de cette émission. Merci pour votre fidélité. La rediffusion, c'est à 22h30 sur LCF, City FM et en direct sur le www.lcftogo.com. Bon week-end à vous tous.